bonjour, merci de m'avoir invité. Bon, j'étais déjà venu une première fois au Pays Basque et j'avais appris beaucoup de choses intéressantes. À savoir que si le Pays Basque n'est pas encore trop abîmé, c'est parce qu'il y avait une capacité de résistance qui n'existe pas ailleurs. Donc, et je crois que ça c'est extrêmement important. Et puis je suis ravi de voir qu'il existe maintenant une chambre d'agriculture alternative qui reflètera véritablement non pas les intérêts agro-industriels parisiens et mondiaux, mais les intérêts du peuple basque, les intérêts du pays. Je crois que ça c'est des choses tout à fait importantes et ça me semble, je ne savais pas qu'il existait cette chambre d'agriculture alternative et je trouve ça vraiment formidable. J'aurais pas pensé moi-même. Voilà. Ben, écoutez, on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet en vous projetant donc des extraits du contrat que Monsanto, mais j'ai pris Monsanto comme exemple parce que Monsanto fait 90% des semences transgéniques dans le monde, des soi-disant OGM, mais si vous voulez, toutes les entreprises les concurrents, ceux que j'appelle les concurrents alliés de Monsanto, qu'il s'agisse d'Aventis, qu'il s'agisse de Pioneer, Dupont, qu'il s'agisse de Dow Chemical, de qui vous voudrez, ont exactement les mêmes intérêts face donc à cette question du transgénique. Donc voici, donc c'est un contrat qui est ancien, si vous voulez. Si mes chers collègues ou les gens qui font des rapports officiels pour le Parlement français donc s'intéresser véritablement à ce qui se passe, à la réalité des choses et non pas aux apparences, eh bien c'est ça qu'ils étudieraient. Ce contrat date de 1998, c'est un contrat que Monsanto fait signer aux agriculteurs canadiens qui voudraient cultiver du colza transgénique. Donc ça date de 1998. Les contrats actuels n'ont strictement pas changé, ce sont les mêmes. Alors, je vais aller assez vite, je voudrais simplement commencer par l'article 1. L'article 1, les 3 premières phrases disent la même chose. L'agriculteur doit utiliser les graines de colza Roundup Ready, c'est-à-dire des graines qui sont tolérantes à l'herbicide Roundup. J'y reviendrai. Pour un semis et un seul. D'accord ? Ce semis est destiné à la production de graines de colza vendues pour la consommation. Bon. Troisième point, toujours la même chose. L'agriculteur s'engage à ne pas conserver de grains produits à partir de semences de colza Roundup Ready dans le but de le replanter, qu'il s'agisse de vente, de don, d'échange ou de toute forme de transfert du grain récolté dans le but de le semer. Alors là, je m'arrête, et vous voyez bien que ces 3 premières phrases, répétant 3 fois la même chose, c'est bien là l'enjeu principal de toute l'affaire. Le but d'une société capitaliste, une société marchande qu'on appelle société néolibérale, mais une société que j'appellerais capitaliste tout simplement, en effet, c'est de séparer la production de la reproduction. De faire en sorte que la production reste entre les mains des paysans, mais la reproduction doit devenir le monopole des grandes entreprises. On reviendra sur la nature de ces grandes entreprises. Séparer la production de la reproduction, alors que dans le domaine agricole, dans le domaine de la biologie, vous ne pouvez pas produire sans reproduire simultanément. Donc vous voyez bien que c'est un enjeu majeur, que j'appellerais volontiers de civilisation, ou anthropologique. C'est une rupture avec donc le fait que production et reproduction dans le vivant sont confondues. C'est un projet que je qualifierais volontiers de fou. C'est un projet dément, séparer la production de la reproduction. Bien voilà où nous en sommes dans la société actuelle. Dernière phrase. L'agriculteur s'engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza Roundup Ready. J'aimerais bien que Monsanto explique comment il faut faire. Sachant qu'en gros, un champ de colza laisse environ 6000 graines au mètre carré et que les graines ont une durée de vie de 10 à 12 ans dans le sol, peut-être plus même. Donc j'aimerais savoir comment l'agriculteur qui a signé ce contrat s'engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza Roundup Ready. Autrement dit, quand vous avez signé, voyez-vous, c'est pour la vie. On y reviendra.
L'agriculteur, article 2, je ne peux pas aller vous le mettre plus haut parce qu'il y a peut-être des gens qui ne voient pas là, en bas. Vous voyez en bas? J'arrive pas à le mettre plus haut. Ou alors attendez, peut-être si on peut faire comme ça. Je suis bête. Voilà. L'article 2. L'agriculteur ne doit acheter et utiliser sur tous les semis de colza Roundup Ready que les seuls herbicides de la marque Roundup prévus pour cette utilisation. Ça, c'est très important à comprendre, parce que là aussi se situe le deuxième nœud de toute l'affaire. Premier nœud, c'est séparer la production de la reproduction. Deuxième nœud de toute l'affaire, c'est, je vais essayer de vous le clarifier. Premier élément d'information, ce qu'on appelle le colza Roundup Ready contient une molécule qui est la molécule qui est active en tant qu'herbicide, qu'on appelle le glyphosate. Le glyphosate est une molécule qui inhibe dans la plante la synthèse d'acides aminés comme le tryptophane. C'est-à-dire que la plante est malade, elle n'est plus capable de fabriquer ces acides aminés qui sont indispensables, et donc elle crève. Le tryptophane est un autre acide aminé. Donc, ce glyphosate, d'ailleurs, n'a pas été découvert, cette molécule n'a pas été découverte par Monsanto. C'est une molécule qui a été découverte par des chimistes suisses dans les fin des années 40, et dont Monsanto a trouvé les propriétés herbicides. C'est une molécule aussi, le glyphosate, qui s'attaquant à la synthèse d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle un herbicide total. C'est-à-dire que c'est un herbicide qui est utilisable quand on veut désherber des allées, dans des parcs. Pour la SNCF, c'est très pratique, hein, puisque vous mettez un coup de Roundup et ça va tuer toute la végétation. C'est ça qu'on appelle un herbicide total. Donc, glyphosate était breveté dans les années 70 par Monsanto en tant qu'herbicide. La durée de vie d'un brevet est de l'ordre d'une vingtaine d'années, ce qui fait qu'en l'an 2000, Monsanto savait que cet herbicide facile à produire et, disons, extrêmement rentable, que le brevet sur cet herbicide était terminé, était tombé dans le domaine public, c'est-à-dire que Monsanto serait face à la concurrence de glyphosate générique qui coûterait 3 fois à 4 fois moins cher que le glyphosate de marque vendu sous le nom de Roundup. Est-ce que jusqu'à présent j'ai été clair? Donc Monsanto s'est préparé à cette échéance en fabriquant donc des plantes tolérantes au colza, au glyphosate, c'est-à-dire au Roundup. Et lorsqu'un agriculteur achète maintenant des semences transgéniques de Monsanto qui sont tolérantes au Roundup, au glyphosate, si vous voulez, il doit acheter, en même temps qu'il signe le contrat, il doit acheter le glyphosate de marque sous la marque Roundup. C'est-à-dire que vous avez là un système qui permet de prolonger indéfiniment la durée de vie du brevet. Alors que le brevet était échu en l'an 2000 et ce qui aurait dû permettre, ce qui aurait fait que Monsanto aurait perdu le tiers ou le quart, les 3/4 de la valeur du prix de vente du glyphosate, donc il maintient la durée de vie du brevet. Donc il continue à vendre son glyphosate sous le nom de Roundup à 4 fois le prix auquel l'agriculteur peut se le procurer sur le marché. Premier point. Deuxième point, je vous ai dit que l'herbicide et le glyphosate était un herbicide total, qui tuait tout. Et dans la mesure où vous fabriquez des plantes transgéniques qui sont tolérantes au glyphosate, vous allez pouvoir utiliser ce même glyphosate sur ces plantes-là. C'est-à-dire que vous allez transformer un herbicide total en herbicide spécifique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les cultures qui ont été manipulées génétiquement pour être devenues tolérantes au glyphosate. C'est ainsi que les 2/3 des plantes transgéniques cultivées dans le monde sont des plantes qui sont tolérantes au Roundup. Vous voyez, transformer un herbicide total en herbicide spécifique et en même temps prolonger indéfiniment la durée de vie du brevet sur le glyphosate. C'est ça la stratégie qui est derrière tout ça. Et Monsanto, très intelligemment, je dois le dire, a mis en place cette stratégie dès les années 90, puisque Monsanto a anticipé en quelque sorte la fin du brevet sur le glyphosate, et donc a mis en place poussé très très fort les feux pour aller vers donc, une agriculture transgénique tolérante au glyphosate.
Et c'est un moyen pour eux formidable d'accroître leurs profits et leur marché. Donc voilà, vous avez là, si vous voulez, en peu de mots, vous avez là l'enjeu principal. Séparer la production de la reproduction, prolonger la durée de vie sur un herbicide de marque, la marque Roundup, le glyphosate, et surtout étendre le marché du glyphosate à absolument toutes les espèces cultivées. Alors ça a très bien marché lorsqu'il s'agit de plantes qui sont destinées à la consommation animale. Par contre, il y a des résistances, y compris aux États-Unis et au Canada, très très fortes lorsqu'il s'agit d'utiliser la même technique pour des plantes qui sont destinées à la consommation humaine. C'est-à-dire que, maintenant, si j'élargis un petit peu le sujet, 2/3 des plantes transgéniques cultivées dans le monde sont des plantes qui sont tolérantes au glyphosate, sont vendues sous le nom Roundup, et le reste, ce sont soit des plantes qui produisent un insecticide, type BT, Bacillus thuringiensis, qui donc permet de lutter contre des plantes, la pyrale par exemple, la pyrale du maïs. C'est-à-dire que là aussi, chaque cellule de la plante va produire l'insecticide. De la même façon que pour qu'un herbicide agisse, vous le savez, il faut qu'il entre à l'intérieur de la plante. Donc là, vous avez donc le glyphosate va rentrer à l'intérieur de la plante, et là, chez les plantes qui sont manipulées, qui sont transgéniques, qui ont été manipulées, elles ont été manipulées en général pour surexprimer une enzyme qui annule l'action de l'herbicide. Mais l'herbicide, il est à l'intérieur de la plante. Donc vous avez deux... Alors, et puis troisième type de plantes, des plantes qui ont les deux caractères, c'est-à-dire à la fois qui sont insecticides et qui sont tolérantes au Roundup glyphosate. C'est-à-dire que dans les trois cas, l'objectif est de faire rentrer, au fond, des pesticides à l'intérieur des plantes elles-mêmes, de faire rentrer des pesticides dans la chaîne alimentaire. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va vous permettre de voir tout l'enjeu de folie qui est derrière tout ça. C'est que, vous voyez bien que là, il s'agit rien de moins que de changer le statut des pesticides. Alors que jusqu'à présent, on considérait que les pesticides étaient des produits toxiques qu'il fallait éviter autant que faire se pouvait dans la chaîne alimentaire, avec ce projet de plante transgénique tel qu'il est présenté, tel qu'il existe à l'heure actuelle, eh bien, il s'agit de faire en sorte que les pesticides deviennent des constituants de la chaîne alimentaire. Vous voyez l'énormité du projet. Alors on a intérêt à dissimuler tout ça derrière un vocabulaire, derrière un discours sur on va nourrir le tiers-monde, on va pouvoir lutter plus efficacement contre la pyrale, etc. Mais ce sont des bobards. Dans les deux cas, vous avez bel et bien des pesticides qui entrent dans la chaîne alimentaire. J'étais un jour en Italie, à la radio italienne, et pour parler de ce genre de choses, j'avais conclu en disant que j'avais conclu ces explications en disant que les Italiens avaient inventé ce plat absolument magnifique de simplicité, sublime de simplicité, qu'on appelle la pasta al pesto, et que maintenant, grâce aux multinationales, on allait avoir de la pasta al pesticida. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, je crois que c'est à peu près, si vous voulez, tout ce qu'il y a à comprendre de toute l'affaire. Plus de 99, pratiquement 100% des plantes transgéniques cultivées dans le monde sont des plantes qui sont de ce type. Et 90% des cultures transgéniques dans le monde sont le fait de Monsanto. Je veux dire, la messe est dite, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ce qui est bien pour Monsanto est bien pour l'humanité, pour la planète? Est-ce que c'est une bonne idée d'asperger la planète avec du glyphosate? Ou du Roundup, encore mieux, à haut prix? Et la réponse à cette question commence à être apportée par des travaux qui ont été faits en France par un laboratoire qui est en Bretagne et par Gilles-Éric Serralini qui est à l'université de Caen, qui a étudié la toxicité du Roundup et qui ont montré qu'à des doses même très très faibles, c'était un produit qui était un génotoxique, c'est-à-dire qui s'attaque au gène, si vous voulez, il est mutagène, et un reprotoxique, c'est-à-dire qu'il nuit à la reproduction des reproductions, et ceci il l'a montré sur des cellules embryonnaires humaines, des cellules placentaires humaines. Donc ne croyez surtout pas que le Roundup ou le glyphosate sont des produits qui sont anodins, comme Monsanto vous les vend.
De toute façon, à partir du moment où des produits sont efficaces sur des éléments centraux de la chaîne du vivant, vous pouvez être certain qu'ils font des dégâts collatéraux importants. On ne peut pas s'attaquer, disons, à une chaîne métabolique qui est absolument centrale chez les plantes, qui est la chaîne de synthèse de ces acides aminés comme le tryptophane, sans en même temps s'attaquer à des fonctions qui sont vitales chez d'autres êtres vivants. C'est pas possible. Il n'y a pas de truc miraculeux qui va vous tuer une plante, si vous voulez, sans affecter les autres. Ce n'est pas vrai. Et sans affecter l'ensemble de la chaîne du vivant. Enfin, en tout cas, c'est une démarche qu'il faut y avoir sur le plan écologique. Donc voilà, vous avez donc là le projet qui est le projet de Monsanto soutenu par le gouvernement américain, c'est à la fois, si vous voulez, de prendre le contrôle du vivant, et deuxièmement, d'asperger la planète avec ce produit miracle hyper rentable pour eux, qui est le glyphosate. Je crois qu'en dehors de ça, si vous voulez, tout le reste, ça va être du baratin. Quand vous avez vraiment compris ça, c'est pas la peine d'aller tellement plus loin pour se poser des questions sur ce que c'est que l'agriculture transgénique. L'agriculture transgénique n'est que le prolongement, peut-être que c'est la deuxième partie que je vais essayer de vous développer, le prolongement d'une vieille histoire qui a commencé avec la révolution industrielle et qui aboutit, je pense, à une véritable impasse, à la fois impasse humaine, impasse écologique, impasse biologique, impasse de tous les points de vue. Alors, vous pensez bien qu'un projet... Pardon, vous vouliez parler, monsieur, excusez-moi. Oui, je voulais parler du bassin Nitrogen 6. Hier soir, j'étais à une conférence de débat avec Euravis, avec M. Pless. Je suis agriculteur bio au Béarn. Je suis convaincu que les OGM, c'est mauvais. Et on s'est fait attaquer sur le bacille Nitrogen 6, qui était, soi-disant, une molécule naturelle utilisable en agriculture biologique. Je voudrais que vous expliquiez un peu plus. Alors là, en deux mots, on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus techniques. En effet, il existe une bactérie du sol qui produit une gamme d'insecticides qui est ce qu'on appelle le BT, Bacillus thuringiensis. Mais elle en produit, on ne sait pas si c'est 20, 30, 40 ou 50 types de molécules insecticides. Mais ce qui est fait dans les constructions transgéniques, ce n'est pas la molécule naturelle qui est prise, c'est une molécule qui a été profondément transformée et affectée par l'homme. Par exemple, si vous voulez, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés physico-chimiques. Dans le cas du Bacillus thuringiensis, elle produit, donc c'est l'insecticide dont il est question, c'est un insecticide qui se présente, si je me souviens bien, sous une forme cristallisée, alors qu'il est complètement libre, si vous voulez, dans ce qui est produit par les plantes qui sont manipulées. En gros, il y a 40% du gène qui a été, disons, affecté, transformé, le gène qui contribue à la fabrication de la toxine insecticide. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose que la molécule naturelle. Et de toute façon, l'argument est un argument idiot, parce que dans la nature, il existe beaucoup de poisons. En effet, les êtres vivants, quels qu'ils soient, se sont organisés au cours de l'évolution pour lutter contre leurs prédateurs naturels, leurs ravageurs, les maladies champignons, pour se protéger. Donc ce n'est pas du tout un argument de dire que, même si c'était totalement naturel, de dire que ce serait bien d'utiliser ce genre de produit. D'autant plus que c'est tout à fait différent d'utiliser le Bacillus thuringiensis qui se trouve dans le sol et de le répandre sur des millions d'hectares. Ça n'a strictement rien à voir comme opération. Voyez-vous? C'est pas parce que ça existe dans le sol qu'il faut le mettre dans les plantes. J'ai entendu un argument du même type, je me souviens plus de quelqu'un qui était aussi... Ah oui, c'est un argument du même type lors d'une conférence il n'y a pas très longtemps, c'était pas très loin de chez vous, c'était dans le sud-ouest aussi. Et c'était l'argument que, c'était un collègue de l'INRA qui était dans la salle à propos des transformations génétiques, des manipulations génétiques, qui disait qu'on utilisait en effet l'une des techniques utilisées, qui avait été développée, disait-il, dans son propre laboratoire, c'était une technique qui consistait à utiliser une bactérie qui est présente à l'état naturel pour, disons, faire la transformation des plantes, pour injecter des constructions génétiques nouvelles à l'intérieur de plantes. Ce qu'on appelle le Crohn Gall ou le Agrobacterium tumefaciens, c'est une espèce de forme de bactérie qui provoque une forme de cancérisation des tissus végétaux. Alors déjà, cancérisation, bon, c'est naturel, oui, le cancer, d'accord, mais bon, là, il faut flanquer aux plantes, si vous voulez, bon, je veux bien croire que, bon, bref. Donc, et il tirait argument de ça pour dire que
la transgénèse était quelque chose qui était parfaitement naturel, puisque la nature la pratiquait, etc. Là, je lui ai répondu qu'en effet, c'était naturel, mais que ce qui ne me semblait pas tout à fait naturel dans l'opération, c'est qu'il n'y avait pas seulement cette forme de transgénèse qui était utilisée, on utilisait aussi le canon à gène, c'est-à-dire qu'on a de minuscules billes d'or ou de tungstène qui sont revêtues de la construction génétique que l'on veut injecter, et on bombarde des cellules végétales, si vous voulez, au hasard, dans des boîtes de pétri pour transformer génétiquement en espérant que ces billes recouvertes de construction génétique vont rentrer à l'intérieur du noyau des cellules, et là, donc, il va y avoir donc, des transformations génétiques qui vont se faire. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas en quel nombre, mais bon, on le fait quand même. Ensuite, vous avez d'autres méthodes qui sont l'électroporation, c'est-à-dire que là, vous utilisez en quelque sorte la gégène pour ouvrir les membranes cellulaires, les membranes du noyau, et faire rentrer à l'intérieur donc la construction génétique que vous voulez injecter. Et puis vous avez aussi les méthodes chimiques, c'est-à-dire qui consistent à mettre du produit chimique, là aussi, pour ouvrir la cellule et lui ingérer, lui faire bouffer de force dans la construction génétique. Alors je me demandais si ça lui semblait parfaitement naturel de faire ça. Et là, il a bien été obligé de reconnaître que non. Et ensuite, la question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez que c'est la même chose sur le plan que la nature fasse ça occasionnellement lorsque sur des plantes qui sont malades, qu'il y ait des transferts génétiques qui se fassent? Bon, je suis tout à fait d'accord que ça se fait à l'état naturel, mais ça se fait sur des plantes qui sont elles-mêmes malades. Bon, donc on peut se poser le problème du succès de cette technique. Et deuxièmement, est-ce que c'est la même chose de faire ça sur une plante malade comme la nature le fait occasionnellement, ou de le faire sur des dizaines de millions d'hectares? Et là, c'est pour dire bien que vous changez de dimension, c'est tout à fait autre chose. Je vous en prie. Et lors d'une conférence, on m'a répondu que le scientifique qui parlait disait que ça se fait dans la nature, ça se fait sur des millions d'années. Or, actuellement, sur des millions d'années, et non, c'est bon, il doit m'entendre. Non, non, mais c'est que c'est enregistré pour tout le monde. Les transformations génétiques qui se font dans la nature se font sur des millions d'années, ou des milliers d'années, on va dire, avec énormément de déchets. Je veux dire, la plante qui n'a pas réussi sa transformation échoue. Or, actuellement, on va faire des transformations génétiques sur un temps très bref, sans permettre à l'environnement de s'adapter à cette modification. Exactement, vous avez utilisé un très très bon argument du point de vue, disons, du long terme et de l'écologie et de la survie de la planète. C'est exactement ça, on change complètement de dimension, ça n'a rien à voir. Entre une transformation occasionnelle qui est faite sur une plante qui est en plus malade puisqu'elle est attaquée par le crogne-gueule, et une transformation qui est faite sur des dizaines de millions d'hectares, ça n'a rien à voir, on change complètement de dimension, on ne peut pas parler de nature. C'est un argument qui est... Et ça, ils aiment beaucoup, les promoteurs de ces techniques, adorent beaucoup dire, mais oui, on s'appuie sur la nature. D'accord, d'accord, moi j'avais vu la nature faire des millions d'hectares de plantes transgéniques d'un seul coup, c'est pas vrai. Le projet qui est donc le projet d'asperger la planète avec du glyphosate ou avec d'autres produits du même type, et le projet qui vise à confisquer le vivant, à séparer la production de la reproduction, c'est un projet, encore une fois, qui est d'un point de vue civilisationnel absolument inouï, invraisemblable. Réfléchissez une seconde, je veux dire, séparer la production de la reproduction, vous vous rendez compte de ce projet qui est là, et faire de la reproduction le monopole de quelques firmes, qui sont justement les firmes qui produisent des agrotoxiques. C'est-à-dire confier l'avenir de la planète aux fabricants de pesticides. Vous comprenez qu'un tel projet, bien sûr, doit s'entourer des plus grandes précautions de propagande et de désinformation, comme celle que vous venez de rapporter. C'est-à-dire que tout cela s'accompagne d'un immense appareil de confusion, de rideau de fumée, qui passe également par le vocabulaire, disons au premier rang, par le vocabulaire. Et là, vous avez, je vais vous donner un certain nombre d'exemples et de clés pour vous permettre de comprendre ces trucages de vocabulaire. Le terme organisme génétiquement modifié est un terme qui, si vous voulez bien y réfléchir 30 secondes, ou même moins de 30 secondes, est un terme qui ne veut strictement rien dire. Ça ne désigne rien de spécifique. Tous les êtres vivants dans cette salle, vous êtes génétiquement modifiés. Chaque être vivant est constamment le fruit unique d'un brassage de gènes. Il a eu lieu, il n'aura plus lieu. C'est tout simplement la loi des probabilités. En plus, s'y ajoutent tous les phénomènes de mutation, de tout ce que vous pouvez imaginer derrière, de dérive génétique, de tout. Donc c'est un terme qui ne veut rien dire. Mais ce terme a été choisi par, justement, Monsanto pour éviter d'effrayer le chaland, puisque les scientifiques, si vous voulez, au départ,
c'était de la science relativement pure, si vous voulez, ont essayé, lorsqu'ils ont fait les premières manipulations, ont appelé ça des chimères génétiques. Chimères fonctionnelles, fonction des gènes, on y reviendra, ça veut dire la même chose. Chimère génétique. Vous comprenez, une chimère génétique, c'est invendable. Du point de vue marketing, vous pouvez avoir affaire même à Séguéla, qui a réussi à nous vendre Mitterrand et qui est en train de nous vendre maintenant Sarkozy. Eh bien, même Séguéla, si vous voulez, va buter sur le fait de nous vendre des chimères génétiques, de les faire manger. Non. Bon. Donc, il fallait utiliser autre chose. Et à ce moment-là, ils ont buté, ils ont cherché un terme, et ils ont choisi le terme organisme génétiquement modifié. Si vous tombez dans le piège d'utiliser le terme organisme génétiquement modifié, vous êtes foutu. Puisque à ce moment-là, ça s'accompagne immédiatement du discours. Mais de toute façon, c'est ce que l'humanité a toujours fait depuis les débuts de la domestication des plantes et des animaux, blablabla. Donc rien de nouveau sous le soleil, dormez sur vos deux oreilles. Il n'y a aucun danger, aucun risque, il n'y a pas de raison d'avoir de réglementation particulière pour ce type de technique, puisqu'on a toujours fait ça. Donc la volonté de banaliser ce qui est absolument révolutionnaire, parce que jusqu'en 1973, l'humanité n'a jamais fait de chimère génétique. Ce n'est pas vrai. Hein, on n'a jamais pu prendre des gènes de poisson pour les foutre dans des tomates, ou des gènes d'araignée pour les mettre, je ne sais pas moi, dans le maïs, ou des gènes de chien pour le mettre dans le maïs, c'est le cas du maïs de l'imagrin. Une lipase gastrique, on a mis un gène de chien, non, pourquoi pas. Hein, donc en général, vous ne mettez pas qu'un gène de chien, vous mettez un promoteur, qui est en général un promoteur viral, donc c'est le virus de la mosaïque du tabac. Bonjour, pour me foutre un promoteur viral, ça c'est un autre problème, parce que les virus ont tendance à avoir des recombinaisons génétiques extrêmement faciles, mais ils sont subtraités. Vous mettez donc le gène qui est censé vous intéresser, et ensuite derrière, vous mettez un gène de tri, qui est le plus souvent, qui a été dans les constructions génétiques actuelles essentiellement des gènes de résistance aux antibiotiques, mais qui vont devenir d'autres types de gènes, des gènes de résistance aux herbicides par exemple. Et vous fourrez tout ça dans les plantes, avec la biolistique à coup de canon ou à coup de missiles biologiques comme Agrobacterium tumefaciens, vous voyez les méthodes naturelles, hein, cancérisation des plantes, c'est tout à fait naturel en effet, oui. C'est vachement bien de faire ça. Donc voilà, donc vous voyez bien que là il y a une astuce. D'ailleurs j'avais des collègues de l'INRA qui ont fait un magnifique rapport il y a quelques années, en 98. C'était bien ce rapport. Ça, c'était une équipe. Il y avait une fine équipe là-dedans, puisqu'il y avait un groupe de 37 partenaires, c'est comme ça que ça s'appelait, qui étaient réunis à l'instigation de la FNSEA. Vous connaissez la FNSEA? Oui. Et sous la responsabilité scientifique de l'INRA, et donc ils ont, à ce moment-là, donc le rapport concluait que, sérieusement, hein, que la création d'un logo comportant une allégation positive de type génétiquement amélioré reste une voie d'avenir à explorer systématiquement. Vous voyez? Alors, parmi les 37 pionniers, partenaires, pardon, il y avait évidemment le banc et l'arrière-banc des firmes multinationales transgéniques, il y avait, y compris les gens qui sont responsables de l'histoire de la vache folle. Ils étaient dedans aussi, ça. Ils n'en pas une, décidément. Enfin voilà, donc vous voyez, c'était quand même du beau monde. Hein. Bon, il y avait le banc et l'arrière-banc de l'agriculture moderne, enfin, en quelque sorte, dans cette affaire-là. Alors, d'autres exemples. Le terme privilège de l'agriculteur. C'est un terme que vous allez entendre fréquemment prononcé. Privilège de l'agriculteur, c'est, tenez-vous bien, le fait de pouvoir semer le grain récolté, c'est-à-dire la pratique fondatrice de l'agriculture. Du point de vue des multinationales semencières, ceci est un privilège. C'est-à-dire que là, vous avez quand même une aversion de la réalité qui est magnifiquement orwellienne. Je ne sais pas si vous connaissez George Orwell, 1984. C'est magnifiquement orwellien, c'est-à-dire qu'il y a l'inversion de la réalité totale. C'est-à-dire que les gens qui veulent se créer un privilège sur la reproduction des êtres vivants dénoncent un privilège inexistant d'agriculteurs semer le grain récolté pour arriver à leur fin. Vous voyez l'inversion de la règle. Et là aussi, si vous voulez, j'avais eu à un moment donné un contact avec Jean-François Mattei, qui a fait la carrière ministérielle que l'on connaît avec, vous savez, l'histoire de la grande canicule, là, où les gens sont... Les
vieux sont morts en vitesse, là, très vite. Euthanasie des vieux. Et donc, bon, il est toujours vivant, ce monsieur, il était professeur à la faculté de médecine professeur à la faculté de médecine de Marseille. Et donc il avait fait un rapport au Parlement français sur, justement, où il parlait, à propos de toute transgénique de Nouvelle-Calédonie, il parlait du privilège de l'agriculteur. Je lui avais expliqué qu'à partir du moment où il parlait du privilège de l'agriculteur, l'affaire était bouclée. Il faut supprimer les privilèges, n'est-ce pas, en France? Donc vous voyez l'inversion complète de la réalité. Et je pourrais continuer comme ça longuement sur le vocabulaire que j'appellerais volontiers orwellien, le vocabulaire de désinformation qui est systématiquement utilisé dans ce domaine-là pour vous empêcher de penser. Dans la mesure où vous, disons, utilisez le vocabulaire de l'adversaire, vous pensez comme l'adversaire. Et vous ne pouvez pas vous en défaire. Un des grands problèmes que j'ai eu dans ma carrière, c'est bien celui-là, finir par me débarrasser du fameux terme hybride de maïs, si vous voulez, qui fait partie aussi de cette tromperie générale dans laquelle nous sommes. Donc, la deuxième partie, je voudrais essayer de parler maintenant, je ne sais pas combien de temps je vous donne. Mais normalement... Jusque vers midi, c'est bon? Je ne vais pas ennuyer les gens jusqu'à vers midi. Il faudrait peut-être arrêter avant, si c'est possible, pour Oui, qu'il y ait le débat. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête tout à midi et demi, je pense. D'accord, oui, d'accord. Je vais laisser En du plus, temps. je crois que vous avez... Malheureusement, oui. Oui, je devrais m'excuser, vous demander de m'excuser plutôt parce que je dois repartir. Là, j'ai interrompu mes vacances parce que je m'étais engagé à venir et j'avais oublié de noter sur mon carnet, bon bref. Et donc, mais je ne peux pas rester avec vous plus longtemps alors que j'aurais bien aimé, j'avais beaucoup aimé la première fois que j'étais au Pays Basque. Voilà, donc ça, c'est formidable. Et je le dis, c'est parce que j'ai déjà traité une partie dessus. Quel est le vocabulaire qu'il faudrait utiliser pour comprendre ce dont il s'agit? Alors, ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez voir, je vais reprendre ça très vite. Ce serait, au fond, celui de vocabulaire, le terme qu'il faudrait utiliser, c'est le terme de clone, chimérique, breveté. Mais déjà, avec ce que je vous ai dit, les choses commencent à se clarifier, je pense. Même, il faudra ajouter clone pesticidaire, chimérique, breveté. Alors, le terme clone ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Parce que là aussi, on a une magnifique manipulation du vocabulaire et de désinformation du public, désinformation des agriculteurs. Un agriculteur moderne, à l'heure actuelle, cultive des variétés de blé, d'orge, d'avoine, de maïs, de tomates, de concombre, de Dieu sait quoi. Mais l'agriculteur du tiers-monde, paysan du tiers-monde, cultive aussi des variétés manioc, de millet, de mil, de sorgho, de maïs, de ce que vous voudrez. Mais il se trouve qu'on utilise le terme variété dans des sens qui sont exactement opposés l'un à l'autre. Parce que le terme variété, si vous regardez le dictionnaire, dit bien ce qu'il veut dire. C'est le caractère de ce qui est varié. Diversité. Dans cette salle, il y a une variété d'êtres humains. Alors que dans l'agriculture moderne, ce que l'on appelle une variété en est très précisément le contraire. Ce sont des plantes qui sont toutes identiques les unes aux autres sur le plan génétique. C'est comme dans cette salle, si j'avais pris un être humain quelconque et je l'avais cloné. Et que je continue à appeler la population de clones qui est ici, en disant, des gens tous pareils, vous voyez le désastre, la même tête, produite à l'infini. Imaginez le bonheur d'une conférence. Plutôt que le conférencier pour être cloné lui aussi, alors ce serait parfait. Mais là, c'est ce qu'on a fait. On a cloné les plantes, c'est-à-dire qu'on a fait des copies conformes d'un même modèle de plantes en des millions, en des milliards d'exemplaires. Une variété moderne, c'est un clone, c'est-à-dire une population de plantes qui sont génétiquement les mêmes, qui sont génétiquement identiques, disons aux erreurs de copie près. Parce que dans le domaine vivant, il y a toujours des petites erreurs de copie. Bon. Donc, vous voyez bien qu'on utilise le terme variété dans le terme très précisément opposé à celui que vos grands-parents utilisaient lorsqu'ils ont cultivé dans les Landes, ou ici, ou dans le Béarn voisin, on cultivait une variété de maïs, on cultivait une variété au sens de population, au sens d'une diversité. Alors il y avait des traits communs entre les plantes d'une même variété. Le
grand roux de Béarn, j'imagine qu'il était grand et qu'il était roux. Mais en dehors de ça, si on regardait attentivement un champ, les plantes d'un champ, on s'apercevait que les plantes étaient toutes différentes les unes des autres. Exactement comme dans cette salle, vous êtes tous différents. Maintenant, quand on cultive une variété de maïs, les plantes sont toutes les mêmes, elles font la table, comme on dit. On cultive des hybrides, on y reviendra. La plus grande escroquerie scientifique du XXe siècle, probablement. Donc, le terme variété est utilisé dans deux sens totalement opposés, et il faudrait utiliser, dans ce que cultive un agriculteur moderne, il faudrait utiliser le terme clone. J'ai vu d'ailleurs à ma grande satisfaction que dans un film, des gens de Limagrin utilisaient le terme clone exactement dans le sens que j'ai donné à ça. Alors, soit il s'agit d'une opération de banalisation du terme clone, face aux critiques que j'ai commencé à porter, ou bien, et peut-être qu'on commence à se rendre compte qu'il faudrait utiliser un vocabulaire plus précis que celui qu'ils utilisent. Alors, je ne sais pas très bien à quoi correspond ce changement de stratégie. Donc, clone. Alors, quand est-ce que ce clonage a commencé, cette volonté de remplacer des variétés, c'est-à-dire une diversité, par un modèle unique de plantes, par quelque chose qui soit distinct, homogène et stable? Eh bien ça a commencé avec la révolution industrielle, comme par hasard. C'est la révolution. C'est-à-dire que nous sommes face à une agriculture qui s'est industrialisée. C'est le deuxième concept que je voulais essayer de vous permettre de vous approprier, c'est cette notion d'industrialisation. L'industrialisation, c'est la recherche de l'homogénéité, c'est la recherche de la normalisation, c'est la recherche de produits qui se perpétuent identiques à eux-mêmes au cours du temps. C'est, au fond, cette espèce d'uniformité générale dans laquelle nous sommes pris à l'heure actuelle. Vous voyez bien que quand on est sorti de l'artisanat, ou au moment de la Révolution française, ou avec la Révolution industrielle, le projet était complètement différent. Un artisan faisait, quand il faisait des fenêtres, il les faisait toutes différentes. Là, on vous fait les fenêtres d'avance chez la paire, et ensuite vous vous démerdez pour les mettre où vous voulez. Ça n'a plus rien à voir. Et on les fabrique en des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires. Et elles sont toutes les mêmes, en effet. Donc vous voyez bien qu'on est changé complètement de dimension, changé complètement de logique de production. Eh bien, ce n'est pas par hasard si ça s'applique, en effet, au moment de la révolution industrielle, au moment où les marchés s'étendent. Eh bien, il s'agit de remplacer la diversité de la vie, la diversité du vivant, par, au fond, l'homogénéité industrielle, le clonage industriel. Alors, ça commence où? En Angleterre, évidemment, puisque l'Angleterre est en avance sur la révolution industrielle. Et ça commence, c'est formulé pour la première fois par donc un monsieur qui s'appelle John Le Couteur, d'abord qui va tout simplement codifier la pratique, une pratique qui est largement répandue parmi les agriculteurs britanniques, les agriculteurs industriels britanniques. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est un système complètement différent de celui de la France. En Angleterre, vous avez une propriété foncière qui est dissociée de l'exploitation. Les Anglais ont liquidé la paysannerie et ils ont d'un côté des grands propriétaires fonciers qui sont en général des gens de la noblesse, et de l'autre côté vous avez des fermiers capitalistes, c'est-à-dire des gens qui investissent de l'argent pour faire de l'argent. Et c'est ces gens-là qui sont à la recherche évidemment de moyens d'améliorer la rentabilité de leur propre domaine. Et donc ils vont inventer la technique moderne de sélection, qui est toujours la même, qui est ce que j'appelle une technique de clonage. Ils vont l'inventer, pourquoi? Pour les plantes qui se reproduisent à l'identique d'une génération à la suivante, c'est-à-dire pour les plantes qu'on appelle autogrammes, pour des plantes que vous connaissez tous, qui sont le blé, l'orge, l'avoine. Qu'est-ce qui a rendu l'explication va attendre la redécouverte de loi de Mendel, disons à peu près un siècle plus tard. Mais simplement, à partir de ce constat, ils vont faire le raisonnement complet suivant. Ils vont dire, puisque nous cultivons des variétés, une variété de blé, puisqu'une variété de blé est constituée de plantes qui sont en effet toutes différentes les unes des autres, on appellerait plutôt des races de blé, comme on disait à l'époque. Race de blé, ça dit bien ce que ça veut dire, ça suggère bien l'idée qu'il y a un certain nombre de caractères qui sont communs aux plantes d'une même race, comme la couleur par exemple, mais qu'à l'intérieur de la race, la variabilité est quasiment infinie. Les variations qui existent, les différences, sont extrêmement importantes. Et cette notion de race qu'on pourrait utiliser. Donc nous cultivons des races de blé, chacune des plantes de cette race, la race donnée, se reproduit à l'identique d'une génération à la suivante. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais isoler les plantes qui me paraissent les plus intéressantes.
Je vais les reproduire et les multiplier individuellement, c'est-à-dire les cloner, puisqu'elles se reproduisent à l'identique. Et ensuite, je vais étudier les différents clones que j'aurai extraits de la variété, et je vais choisir le meilleur pour remplacer la variété. Est-ce que c'est clair? Hein, si je vous faisais le schéma ici, si je pouvais vous cloner, et qu'il y a un type humain qui m'intéresse plus qu'un autre, hein, je pourrais remplacer ici tout ce que vous êtes, hein, par ce modèle unique. Bon, évidemment, ce serait sinistre, mais peu importe. Même si j'avais bien choisi, ce serait sinistre quand même. Donc, vous voyez bien que c'est exactement, c'est pas autre chose que ça qu'il s'agit de faire. Et le critère de sélection, vous voyez bien, peut être quelconque. Là, c'est un critère qui va être le critère de la productivité, disons, à l'hectare, compte tenu des techniques qu'ils ont utilisées. Cette technique, voyez-vous, et voici quelques exemples. Enfin, excusez-moi. Donc, pratiqué dès le début du XIXe siècle, le vieux blé Schiedam cultivé dans ce pays, c'est-à-dire en Angleterre, entre approximativement 1800 ou 1880 ou plus tard, provenait d'un seul épi trouvé sur une plante qui poussait dans une haie à Schiedam dans le Sussex. Dans un premier temps, lorsqu'on trouve une plante qui est isolée par des voies naturelles, qui paraît présenter une série de caractères intéressants, ben, je la reproduis, je la multiplie, et puis si le clone s'avère intéressant, eh bien, je n'ai qu'à le cultiver génération après génération. Ou un autre exemple, en Écosse, Patrick Shireff, qui était un grand sélectionneur d'époque, a développé son blé Mungoswell à partir d'une plante qui avait bien survécu à l'hiver sévère de 1813. Et là, en effet, dans un champ, hein, il reste quelques plantes qui ont survécu à un hiver particulièrement froid. Eh bien, je la reproduis, je la multiplie, et je la sème génération après génération, parce que je vais avoir des plantes qui sont résistantes au gel. Là, c'est une sélection naturelle. Et voici, ici, un peu plus tard, en 1836, un monsieur qui s'appelle John Le Couteur va codifier, comme on dit, c'est-à-dire il va exprimer très clairement, formuler très clairement la pratique de ses collègues. Alors, on obtiendrait la plus grande production si chaque épi produisait un grain dodu comme un grain de café contenant évidemment beaucoup de farine à l'intérieur d'une fine pellicule transparente de son, comme le force un blé de Danzig sélectionné à partir d'un mélange. Là aussi, je cherche une plante qui présente des caractères favorables. Alors là, je la cherche dans un champ de blé. Hein. Je l'isole, je la reproduis, je la multiplie. Et voici comment il conclut son livre. Il publie un livre pour expliquer sa technique. Aucun auteur n'a jusqu'ici attiré l'attention du monde agricole sur la culture de type pur provenant d'un seul grain ou d'un seul épi. Ça, c'est absolument fondateur. Ça veut dire quoi? Que depuis maintenant 2 siècles, nous sommes dans la même logique, de remplacer la diversité du vivant par l'uniformité industrielle. Parce qu'on n'a pas changé d'un iota quant à la pratique, quant au fond, disons, le fondement de la pratique de sélection, on n'a strictement pas changé depuis 2 siècles. Et je voudrais simplement vous rappeler que Dolly, vous avez entendu parler de Dolly, la fameuse brebis transgénique complètement gaga. Ben, Dolly n'est que l'application aux mammifères qu'on la faisait aux plantes. Dolly n'est pas du tout une révolution conceptuelle. C'est sur le plan technique, en effet, bon, un coup de hasard, puisque ça a réussi au bout de 277 manipulations. Mais sur le plan conceptuel, vous voyez bien, on est toujours dans cette logique-là d'en finir avec la diversité de la vie pour la remplacer par le modèle d'uniformité industrielle. D'où le terme, la nécessité d'utiliser le terme de clone. On est dans une logique de clonage. Et ça fait 2 siècles que ça dure. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes papiers? Je vais vous dire maintenant quelques mots du fameux maïs hybride. Maïs hybride, si vous observez un champ de maïs dit hybride,
apercevez que la diversité qu'il existait dans les variétés qui étaient cultivées au Pays Basque et au Béarn, dans le sud-ouest de la France, il y a encore 50 ans ou 60 ans, cette diversité qui existait au sein des races de maïs qui étaient utilisées, cette diversité a disparu complètement. Maintenant, vous avez le choix entre le clone Monsanto, ou le clone Euralis, ou le clone de la coopérative de Pau, et là, quel que soit le clone que vous allez utiliser, de toute façon, toutes les plantes vont faire la table, sont toutes les mêmes. Donc ça devrait déjà vous inquiéter. On parle de variétés de maïs, ce sont des clones. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout simplement réussi à appliquer la technique que je vous ai décrite, cette technique de l'isolement, cette technique appliquée aux plantes autogames comme le blé, l'orge, l'avoine, aux plantes qui se reproduisent à l'identique d'une génération à la suivante. On a réussi à l'appliquer maintenant à une plante qui ne se reproduit pas à l'identique d'une génération à la suivante. Et c'est là toute la différence. Quand un agriculteur sème du maïs dit hybride, il sème en réalité un clone. Toutes les plantes sont les mêmes. Seulement là, on n'a pas affaire à des plantes qui sont autogames, comme le blé, qui se reproduisent d'une génération à la suivante. On a affaire à des plantes qui ne se reproduisent pas d'une génération à la suivante, qui ne conservent pas leur caractère, en particulier les caractères que la sélection a pu leur conférer. Par conséquent, ces plantes s'autodétruisent en quelque sorte dans le champ du paysan. Elles s'autodétruisent pour quelle raison? Une raison sur le plan biologique est très simple à comprendre, c'est que puisque les plantes du champ de maïs sont toutes les mêmes, elles se croisent bien, elles balancent leur pollen les unes sur les autres, c'est sûr, elles se croisent les unes les autres, mais comme ce sont toutes les mêmes, c'est comme si vous aviez fait une autofécondation à l'échelle du champ. Et il y a suffisamment d'agriculture diversifiée, d'élevage ici, pour savoir que si vous commencez à faire de l'autofécondation ou à faire de la consanguinité dans un troupeau, vous faites ça pendant 2-3 générations, ensuite votre troupeau, vous le mettez à la casse. Ben là, le maïs, ça va encore plus vite, puisque vous faites de l'autofécondation, c'est-à-dire la forme la plus violente de consanguinité, vous le pratiquez sur une plante, donc à la génération suivante, en effet, si vous semez les semences, vous utilisez le grain comme semence, c'est fini. Ce grain comme semence, vous pouvez le mettre à la casse. Il ne peut plus servir de semence. Pourquoi? Parce que le rendement va s'effondrer. Donc c'est la première forme de terminateur, ça a été celle-là. Étant donné que, comme je vous l'ai dit au départ, le but de tout semencier consent, tout semencier, parce que c'est un homme d'affaires, c'est bel et bien de séparer la production de la reproduction. Pour un semencier, l'idéal du vivant, c'est un vivant qui serait rendu stérile. Et là, on en arrive évidemment aux techniques modernes de stérilisation des plantes, qui sont terminateurs. Terminateur, c'est une technique de transgénèse qui permet de fabriquer des plantes qui vont fleurir normalement, qui vont pousser des semences. Les semences vont donner naissance à des plantes qui vont pousser normalement. La plante va faire des fleurs normalement, mais au moment où la germe va se former à l'intérieur de la graine, eh bien la plante a été manipulée de façon à aller susciter en quelque sorte sa descendance. Si l'agriculteur sème les graines, eh bien ces graines ne germeront pas. Donc l'agriculteur est forcé de racheter ses semences chaque année. Donc là, vous voyez bien que vous avez véritablement réussi à ces vieux projets, séparer la production de la reproduction et faire de la reproduction le monopole du semencier, le monopole à l'heure actuelle du semencier, qui sont les fabricants d'agrotoxiques. Voici comment le ministère américain de l'Agriculture, encore la recherche publique, a donc décrit la chose. Il s'agit d'un système qui contrôle la viabilité de la descendance d'une semence sans nuire à la récolte. Sa principale application sera d'empêcher l'utilisation sans autorisation de semences de variétés protégées, en rendant cette pratique non économique, puisque les semences non autorisées ne germeront pas. C'est beau, hein? Ça a été annoncé, donc, vous voyez, c'est un véritable triomphe, c'est le triomphe de la loi du profit sur la loi de la vie. Et je consens très bien que du point de vue des multinationales, ce soit un véritable triomphe, du point de vue du système dans lequel nous sommes, ce soit bien le cas. Fabriquer des plantes qui sont génétiquement handicapées. Fabriquer des handicapés de façon ensuite à pouvoir vendre les produits pour pouvoir les soigner. C'est quand même bien ça comme système. D'ailleurs, je pense que le système pharmaceutique fonctionne un peu sur cette base-là. Et même beaucoup, je dirais, sur cette base-là. Donc, vous fabriquez des plantes handicapées, c'est-à-dire qu'en gros, vous fabriquez des plantes qui vont être sensibles à telle ou telle maladie. Et si l'agriculteur n'achète pas un herbicide ou un produit, disons quelconque, qui va, disons, déclencher un système génétique qui va réveiller les gènes de résistance à la maladie, eh bien la plante risque de crever, risque de choper la maladie.
Donc vous voyez bien, vous fabriquez volontairement des plantes handicapées, hein, de façon à forcer les agriculteurs à, disons, racheter en quelque sorte le handicap que vous avez conféré, que vous avez introduit dans la plante. C'est belle technique tout ça. Vous voyez, on est en plein dans le vivant là. Hein, on n'est pas dans la mode. Hein. Et étonnez-vous que ce soit les fabricants de pesticides qui fabriquent ça. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les GURTS techniques, les GURTS, c'est-à-dire les techniques de restriction d'utilisation des gènes. Mais bon, ça, ce sont des techniques biologiques qui sont coûteuses à mettre en œuvre, qui sont parfois pas très fiables et qui provoquent de véritables catastrophes. Par exemple, sur le soja, on s'est aperçu que les sojas transgéniques en période de sécheresse, eh bien, ils fabriquaient de la lignine, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement indigeste, plutôt que de fabriquer des protéines. Et donc, ça ne marche pas très très bien. C'est comme bon, vous avez bricolé le vivant, disons, le vivant a tendance quand même à résister à ces bricolages que vous lui infligez. Donc il y a beaucoup mieux que ça. Il y a le brevet. Alors je dis clone chimérique. Bon, chimérique, c'est pas la peine que je revienne dessus, vous avez compris pourquoi ce sont des chimères. Chimérique breveté. Alors le brevet, c'est une pure merveille. Parce que ça vous permet véritablement d'atteindre votre objectif en tant que semencier, c'est-à-dire séparer la production de la reproduction. Puisque les plantes brevetées, vous perdez, comme je vous l'ai indiqué au départ, l'agriculteur perd le droit de semer le grain récolté. Perd le privilège de l'agriculteur. Les mots sont importants. L'agriculteur, c'est paysan privilégié, si vous voulez, bien, il faut leur enlever ce privilège. Il faut le confier à qui? Aux fabricants d'agrotoxiques. C'est quand même bien. Voilà, donc je crois qu'il y a clone chimérique, breveté, le brevet est l'arme suprême, hein, qui permet justement de séparer la production de la reproduction et qui permet en effet d'assurer que la reproduction devienne le monopole des multinationales transgéniques, des multinationales agrotoxiques. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à retenir de toute l'affaire. En face à ça, je voudrais vous dire simplement que signaler, poursuivre, disons, le dernier mot là-dessus, c'est que sur les plantes, toutes ces plantes transgéniques qui sont des plantes à pesticides, vont contribuer à nous enfoncer encore plus dans un système pesticide qui ne marche pas. Parce que là aussi, il faut se tourner vers les États-Unis parce qu'il ne faut pas trop faire confiance à la liberté des chercheurs de l'INRA pour vous apporter des informations qui tiennent à peu près la route. Mais aux États-Unis, il y a quand même des chercheurs en écologie et autres qui sont quand même plus nombreux. Il n'y a pas cette espèce de monolithisme qui existe en France. Et il y a une diversité qui est plus grande que chez nous. Donc il y a dans les universités, en particulier l'université Cornell, il y a un monsieur qui s'appelle David Pimentel, qui est un fin observateur depuis très longtemps de la réalité agricole américaine, et qui a pu montrer qu'aux États-Unis, la quantité de pesticides, je parle juste en quantité, ça ne veut pas dire grand-chose comme mesure, la quantité de pesticides utilisés depuis 40 ans a été multipliée 40 fois. Avec quel résultat? C'est-à-dire que les pertes de récolte sont restées au même niveau. Alors voyez-vous, quand vous êtes dans un système où vous êtes amené à utiliser 40 fois plus, d'augmenter sans cesse les produits que vous utilisez, tout ça pour faire du surplace, je pense que si vous avez, disons, 3 sous de jugeote dans la tête, vous vous dites au bout d'un moment, non, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Et donc, on se tourne à ce moment-là vers les techniques agroécologiques et autres, et ce même Pimentel a fait un travail qui vient d'être publié, un travail qui lui a pris 22 ans, il a fait ça avec l'Institut Rodin en Pennsylvanie, qui a consisté à comparer des systèmes conventionnels avec des systèmes qu'on appelle organiques aux États-Unis, qui sont des systèmes biologiques. Et le résultat est le suivant, c'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de ce que racontent les gens qui dissertent sur ces questions-là en disant que sans les engrais, sans les pesticides, eh bien, nous crèverions de faim, donc eux, plutôt que de se concentrer, disons, d'accepter ce discours, ils ont été voir, ils ont fait l'expérience, duré 22 ans. Au bout de 5 ans, une fois que les sols qui étaient en conventionnel ont récupéré leur fertilité, au cours des 17 années qui ont suivi cette récupération de fertilité, les productivités à l'hectare des sols menés en agriculture biologique et des sols menés en conventionnel est exactement identique. C'est des systèmes maïs-soja.
Alors, avec évidemment des coûts énergétiques qui sont beaucoup moindres, d'une part, et surtout, ce qui peut être intéressant pour beaucoup d'agriculteurs, des fluctuations de production qui sont bien moindres. En Pennsylvanie, il y a en gros une année sur 5 qui est une année de sécheresse. Et bien, au cours de ces années-là, sur le soja, la production va baisser de 50, 60, 70% dans les systèmes conventionnels, alors qu'en agriculture bio, parce que les sols sont en meilleur état, gardent mieux l'eau, eh bien, la baisse de production va être de 20-25% seulement. Donc une plus grande régularité de la production avec des coûts énergétiques qui sont évidemment, disons, bien inférieurs aux coûts énergétiques de l'agriculture conventionnelle. Donc je veux dire, c'est que les idées reçues qu'on entend beaucoup à l'école, moi j'ai eu tendance à croire pendant très longtemps, je me disais quand même, bon, c'est vrai que si il faut baisser, disons, limiter les engrais, etc., on va assister à un effondrement de la production agricole et il y aura des problèmes alimentaires et autres. Bon, je pense que c'est une idée fausse. Des systèmes conventionnels, des systèmes, disons, d'agriculture bio, soignés, intelligents, peuvent produire autant que des systèmes conventionnels. Simplement, comme on n'a pas travaillé dessus, qu'on n'a pas fait de recherche dessus, et bien évidemment, on peut dire on les a condamnés d'avance. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un problème de création. Si vous orientez la recherche dans le sens des multinationales, eh bien vous allez avoir une agriculture qui correspondra aux besoins des multinationales et de moins en moins aux besoins de la population. Si vous cherchez dans des directions qui ne servent pas les multinationales, mais qui servent les intérêts du public, aussi bien en matière de nutrition qu'en matière de santé, eh bien, vous trouverez des solutions intelligentes. L'exemple que j'adore, certains m'ont déjà entendu le citer, ça se passe au Kenya. Au Kenya, le maïs cultivé par les paysans se fait bouffer par une pyrale d'origine asiatique et se fait parasiter par une plante qui s'appelle la striga. La striga s'installe sur les racines du maïs et détourne à son profit la photosynthèse. Ces deux fléaux peuvent détruire complètement les champs de maïs. Bon. Les méthodes de lutte, pas les méthodes de cow-boy de lutte, c'est-à-dire je vois quelque chose et je flingue. Bon. Ces méthodes, évidemment, n'ont pas marché parce qu'on est en milieu tropical et les ravageurs ont tendance à se reproduire très vite, etc. Donc ces méthodes idiotes n'ont pas fonctionné. Donc il y a eu un centre de recherche qui s'appelle l'ICP, Centre de recherche sur la physiologie des insectes et l'écologie, qui s'est mis au travail pour essayer de mettre au point des méthodes douces. Et voici comment ils ont travaillé, ça c'est très intéressant. Ils ont étudié plus de 300 associations de plantes utilisées par les paysans au Kenya et en Afrique de l'Est. Et là-dessus, ils en ont retenu une. Elle consiste à associer au maïs une plante qui s'appelle Desmodium, qui est une légumineuse. La conjonction Desmodium-légumineuse a 4 effets. Premièrement, Desmodium a une odeur désagréable pour le papillon de la pyrale qui a tendance à pondre, qui a tendance à vouloir sortir du champ de maïs parce que le champ de maïs pue. Et pour l'encourager à sortir du champ de maïs, on l'attire avec une ceinture d'une plante qui s'appelle l'herbe à éléphant, qui est une graminée. Donc le papillon de la pyrale, ça sent mauvais dans le champ de maïs, donc il va pondre ses œufs juste à côté sur cette ceinture de cette herbe à éléphant, et là, après les premiers stades de développement, la plupart des chenilles de la pyrale vont rentrer à l'intérieur de la tige de l'herbe à éléphant, et là, la plupart des chenilles sont tuées par le mucilage.